bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Donc je vais vous présenter donc, le Value Driven Development ou le Lean Design. Ne vous inquiétez pas, le nom a changé, il est encore en train de changer, je vous expliquerai tout ça à la fin. Pour ceux qui font du Twitter, j'ai remis le tweet de l'Agile Tour Montpellier. Alors, entre la souris et le micro d'un côté. Hop, donc je me présente, Laurent Carbonneau, je travaille pour la société Valtech depuis les années 2005. Valtech, société de conseil en digital marketing, en agilité, etc. etc. On est basé sur Paris, on a une antenne à Toulouse. Et personnellement, moi en fait maintenant ça fait 4 ans que je travaille pour Michelin et c'est de ça dont je vais vous parler. Donc Michelin à Clermont-Ferrand. Un merci d'ailleurs d'abord à tous les sponsors qui permettent de faire l'Agile Tour. J'en suis à mon 3e, Marseille, Toulouse, il y a eu Strasbourg et compagnie. Donc ça c'est vraiment bien. Puis merci à tous d'être là. L'agilité, voilà, ça fait encore bouger les gens, c'est sympa même au bout de 10 ans. La présentation, je vais essayer de la faire sous un mode donc test driven, parce que voilà, vous êtes ici pour capter de l'information, pour chercher des solutions, des idées, etc. Donc je vous pose des questions au début, vous essayerez de vous les reprendre à la fin. Donc voilà, d'essayer de voir au travers de cette présentation ce que vous avez trouvé comme technique utilisable, des réponses à vos questions, ou découvert une nouvelle idée. Alors très rapidement, je vais vous expliquer que vous n'allez pas voir grand-chose de nouveau. C'est un retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place chez Michelin. On a récupéré beaucoup de pratiques. Pour ceux qui sont un petit peu avancés sur l'agilité, vous allez voir tout un tas de concepts existants. On n'a rien inventé, on a juste fédéré des outils pour en fait fabriquer un produit, une méthode qui s'appelle Value Driven Development. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans le contexte Michelin, c'est 110 000 personnes à travers le monde, 70 usines, de 2500 3000 personnes au système d'information, à la DGSI, 2500 applications. Voilà, donc ça c'était il y a 4 ans. Ils nous ont demandé de passer en agile, on est allé les voir. On était quelques coachs, moi dans les premiers, on est arrivé, vous allez voir, agile c'est super, c'est sympa, on est arrivé avec tous nos bouquins. Avec le standard, le classique, tout ce qui marche bien, un peu de Scrum, un peu de Kanban, toutes nos références, très classiques, très académiques, pour un démarrage de transformation. Donc au début, en plus, c'était parti d'un Agile Tour en 2009, pour mettre en place de l'agilité au niveau de la DGSI. Les premiers objectifs étaient d'augmenter la productivité, stabiliser la qualité, etc., etc. Donc ça, on savait faire chez Valtech, c'était super. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a une bande de coachs qui s'éclatent et on va vous apprendre tout ça. On a mis un processus en place, démarrage des projets. Au début, on a fait des analyses de risque, des risk assessment. On a forcément pris les projets dans un environnement le plus favorable pour des pilotes, ça se passait bien, on a commencé à déployer, à étendre, etc. On a fait des formations à Scrum, formation au test driven, etc. etc. On a mis en place des ateliers de démarrage de projet, quelle manière on va vous aider à construire votre produit backlog. Et puis depuis 4 ans, on fait du coaching d'équipe, on doit être 8 coachs aujourd'hui, puis il y en a 2 autres qui vont nous rejoindre, des coachs Michelin en interne. Donc tout ça c'était vachement bien, c'était sympa, bonne équipe, bonne entreprise, voilà, du coaching agile, moi je m'éclatais, c'était vraiment génial. Puis bon, forcément ça a commencé un petit peu il a fallu sortir un petit peu des livres. Et donc en atelier de démarrage de projet, construction du backlog, vous identifiez vos user stories, vous arrivez à les définir, comme au début, en plus ils avaient gardé l'habitude d'écrire un cahier des charges, donc on retranscrivait le cahier des charges en backlog. Et puis après on va partir en sprint, donc dans un mode itératif. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier? Priorité. Comment on traite la priorité d'un backlog? Personne ne savait répondre. Donc là pareil, vision très académique, on va retourner sur le manifeste agile, la valeur numéro 1. Le principe numéro 1, donc le fait de livrer rapidement, le plus souvent possible, un produit qui apporte de la valeur à nos utilisateurs et à nos clients.
premier client, lui, il faisait de la gomme. Le deuxième, il faisait, je ne sais plus trop ce que c'est que cette image, autre chose. Le troisième, lui, il s'occupait de la supply chain, c'est-à-dire amener la gomme dans une autre usine pour fabriquer le pneu, faire de la tringle pour faire je sais pas quoi, etc. etc. C'est pas si facile que ça, un pneu d'ailleurs, pour une petite parenthèse. Et puis l'autre, il parlait que d'argent, c'était les achats, le RP, etc. Il parlait que d'argent. Donc grosse problématique autour de la valeur. Et un produit de valeur, ça veut dire quoi? Alors je suis obligé de faire les deux de chaque côté, parce que j'ai des petits pense-bêtes, mais qui sont sur l'autre ordinateur. La présentation a été produite à plusieurs personnes, c'est un retour commun, donc il y a quelques slides, c'est pas moi qui les ai fait, j'ai pas tout le détail. Voilà, donc là on avait un gros problème sur la capacité de définir la valeur. Donc rapidement on s'est posé la question pourquoi, et d'essayer de comprendre cette problématique autour de la valeur. Pourquoi on n'arrivait pas sur un projet, un projet simple, hein, même 5-6 personnes, avec un product owner qui est bien là. On est dans une grosse entreprise, donc pour un product owner et un Scrum Master, une équipe de 5, il y a quand même une dizaine de personnes qui cohabitent autour, qui ont un avis sur beaucoup de choses. Donc voilà, on s'est posé une question, c'était en 2012. Donc 2009 à 2012, on a fait de l'implémentation de la méthodologie jusqu'à arriver justement à partir du moment où on commençait à avoir un taux d'agilisation assez bien réparti sur les différentes entités de la DGSI Michelin, à se poser cette question, ok d'accord, on arrive à mettre de l'agilité en place sur les équipes, mais on ne sait plus ce qu'on est en train de faire, quoi. On fait des sprints, super, l'équipe fait des sprints, on fait des points. Voilà, donc question sur la valeur. Donc on a fait une analyse des causes racines, on s'est posé un petit peu, on a essayé de regarder. Ce qu'on s'apercevait d'abord, c'est que c'était pas unique, il n'y avait pas que sur un seul projet qu'on avait cette problématique-là, elle était récurrente, on la retrouvait partout au niveau de la DGSI. Et puis elle était donc récurrente et diffuse vraiment à tous les étages de l'entreprise. Ce que je vous présente là, dans l'analyse des causes racines, il y en a beaucoup plus. On fait une extraction, j'ai fait juste une extraction sur les 3 problèmes principaux. Donc le premier problème, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait que les acteurs côté métier ont des objectifs radicalement différents. L'autre, c'est que le SI ne peut pas livrer rapidement. Donc les équipes côté système d'information n'avaient pas capacité à livrer rapidement. C'est un peu contradictoire avec le fait de faire des sprints, j'y reviendrai plus tard. Et puis le fait de ne pas pouvoir gérer l'incertitude. On a parlé dans la session précédente aussi comment contractualiser de l'incertitude. Donc je vais vous parler du premier point sur les acteurs métiers et les objectifs différents. Ce qu'on a fait, toujours pareil, on est à regarder, donc comme je vous le disais, ce qui existe sur le marché. Ce qui existait sur le marché, on a commencé en 2012 tout ce qui était Innovation Game, à faire des ateliers un peu plus innovants, à ne pas faire juste de la rédaction de post-it, mais avoir des ateliers de Prunes the Productory, Remember the Future, etc. etc. On a regardé côté Impact Mapping, côté théorie des contraintes de Goldratt, le storming, vous avez toute la suite des livres et autres références qu'on a utilisées. Et en fin 2012, on a quelqu'un qui nous a rejoint, un coach qui travaillait dans les startups. Donc il nous a apporté Lean Startup d'Eric Rice. Et donc on a regardé ce qui se faisait, ce qu'on utilisait côté startup. Le problème startup, Michelin, je vous ai dit 110 000 personnes, on a 2500 applications, enfin 3500 applications, 2500 personnes. Startup, on était un peu embêtés. Je ne sais pas, il y a des gens ici qui travaillent dans une startup ici. Ouais, presque plus qu'à Toulouse, c'est sympa, merci. Donc, par contre, j'ai un peu peur que la presse, elle s'adresse qu'à vous. Je suis un peu embêté. On peut continuer pour les autres, ça ne vous dérange pas? Bon, une start-up, c'est quoi? C'est un groupe d'individus travaillant sur un produit ou un service dans des conditions incertaines. Vous retrouvez un peu les autres aussi là-dedans?
Ça va? Je peux continuer après? Bon, il y avait les slides pour introduire la blague, mais à force de faire des agitons, je finis par aller trop vite. Donc, effectivement, on est tous dans un environnement qui n'est pas du tout stabilisé, on ne sait pas trop où on va. Alors oui, on a plein il y a les cahiers des charges, il y a tout un tas de choses qui permettent d'un peu cibler vers où on va. Mais donc le fait d'avoir Nicolas Gouin, qui nous a rejoint de fin 2012 là, avec son expérience Lean Startup, sur le fait d'avoir de l'itération très très rapide sur l'innovation et puis sur vérifier que ce qu'on est en train de faire tient la route, ça nous a beaucoup aidé. Donc une première des choses qu'on a vues, c'était que les product owners qu'on avait, on avait absolument besoin qu'ils aient un esprit un petit peu entrepreneurial, pas juste cracher de la user story, et puis avec une équipe qui crache du code qui est lié à la user story, et tout ça, ça n'apporte pas grand-chose. Donc on a vraiment besoin de gens qui avaient une vision cohérente, en tout cas, et innovante du produit qu'ils cherchaient à réaliser. Donc ça, c'était assez important. Et Eric Ries, de Lean Startup, parle d'ailleurs d'intra-entrepreneur. Comment avoir justement un comportement entrepreneurial, mais au sein de l'entreprise. De challenger sans arrêt le backlog, d'apporter de la valeur. On en revient donc à la valeur. Pourquoi on avait des problématiques de valeur? Je vous l'ai expliqué. Là, c'est la vision pneumatique. Un pneu, on va avoir des problèmes de culture. Culture en fonction des différents pays pour qui on travaille. Problématiques autour des métiers. Des métiers différents, mais un pneu va être vu par les achats d'une façon pas du tout la même qu'une personne côté supply chain. Il n'y a pas les mêmes produits de pneus. Je vais peut-être faire plutôt la métaphore avec la pizza, ça va être plus facile. La pizza, où il y a le pizzaiolo qui, lui, il a besoin de la recette, il a besoin de savoir quels sont les ingrédients qu'il a besoin dans une pizza. Il y a le patron de la pizzeria qui, lui, il n'a pas besoin de savoir si c'est des tomates, des machins, des trucs, etc. Il a juste besoin de savoir combien ça vaut en euros, par-ci, par-là. Il y a celui qui va s'occuper de la livraison des pizzas. Il faut d'abord livrer les matières premières, donc il y a les camions, puis il y a celui qui va les livrer derrière, donc il y a les mobilettes, etc., etc. Donc en fait, même autour d'un truc tout simple comme une pizza, il y a une complexité de définition de la valeur. Et donc si vous aviez à fabriquer un produit, un système d'information pour gérer les pizzas, bah, il y a toutes ces composantes complètement différentes les unes des autres d'apport de valeur. C'est plus sympa que le pneu. Donc ce qu'on a cherché à faire, on est pareil, voilà. Comment définir la valeur? On avait beaucoup de mal. On est beaucoup sur la vélocité, sur la productivité, sur tous ces éléments qu'on traite au niveau de l'agilité. On parle effectivement de business value. À chaque fois qu'on demandait à nos product owners de définir pour une user story sa valeur métier, voilà. Alors il y avait les Innovation Game, on fait du bio-feature par exemple, mais c'était pas suffisant. C'était des valeurs mais qui n'étaient pas suffisamment clairement définies. Donc on a été chercher effectivement un petit peu sur le marché aussi, ce qu'il y avait comme outillage pour pouvoir définir la valeur. On a trouvé donc l'impact mapping, donc de Goshko Adjik, qui permet de revenir à l'essentiel du pourquoi, le but du but de ce qu'on cherche à faire. Tu veux un reporting, ok, pourquoi tu veux un reporting? Je veux un reporting qui me donne la liste de mes clients. Ok, mais pourquoi tu as besoin d'un reporting de la liste des clients? Je veux la liste des clients parce que je veux savoir combien j'en ai. Ok, pourquoi tu as besoin de savoir combien tu en as? Parce que j'ai touché une prime en fonction de mon augmentation de clients par an, etc. Donc vraiment le but du but. Bon, au final, c'est toujours pour de l'argent, hein, c'est facile. Mais comment on arrive à savoir, voilà, ton reporting, c'est pas une spécification le reporting, c'est déjà une solution. Donc pourquoi tu as besoin de reporting? Comment on arrive à le définir? Donc on est vraiment sur le pourquoi du pourquoi. Je ne vais pas faire tout le détail de l'impact mapping, il y a des formations pour ça, mais c'est excessivement important cet outil-là. Comment on apporte la valeur? Qui va l'apporter? Qui va apporter l'impact au final au travers de l'outil au niveau du processus, au niveau des utilisateurs? Comment on va changer le comportement des utilisateurs de l'outil informatique pour réellement que ça apporte cette valeur? D'où l'impact. Donc là on est sur le qui, alors on utilise là aussi les personas par exemple sur le qui. Donc quel rôle dans l'entreprise va apporter cette valeur, au travers de quel processus, et puis le quoi, donc ça c'est le comment, et le quoi, après ça va être ce processus, comment on va l'automatiser dans l'informatique.
Ça va pour l'instant, je vous l'ai dit, avec un micro, je vais vous endormir. Ou un peu grave. Donc, un autre élément aussi, c'est pour créer de l'impact, pour que le logiciel, au travers des utilisateurs qui vont s'en servir, apporte de l'impact. Comment on va aller chercher ça? Comment on va titiller un peu nos product owners, nos spécialistes métiers qui n'ont pas l'habitude? Ils viennent nous voir, informaticiens, en disant bah tiens, fais-moi cet outil informatique, débrouille-toi, les specs. Là, on commence à leur dire oui, mais pourquoi t'en as besoin et tout? Donc ils sont pas super contents en plus des fois. Donc comment on arrive à les challenger tout en restant dans le positif, on est là pour t'aider, etc., etc. Donc on commence à regarder aussi pour pouvoir créer de l'impact avec la théorie des contraintes de Goldratt là sur voilà, l'outil informatique peut aussi t'aider. Quelle nouvelle technologie, quelle nouveauté pourrait t'apporter quelque chose? On a tous maintenant des smartphones, des iPads, etc. Il y a encore des endroits où quand on leur parle, bah tiens, dans une usine, tu veux te balader dans l'usine, ce serait peut-être plutôt sympa que tu aies un iPad plutôt qu'un PC fixe. Voilà, donc ça peut apporter des facilités radicalement différentes et complètement lui faire changer en fait sa spécification parce qu'il n'avait pas du tout pensé à ça. Donc qu'est-ce que peut apporter la technologie? Est-ce qu'il y a des limitations qui sont réduites par la technologie aussi? Pareil, le côté mobile permet d'enlever tout un tas de contraintes qu'on avait avec des PC fixes avant. C'est un exemple très rapide. Est-ce qu'il y a déjà des règles d'accommodation? C'est-à-dire, est-ce que dans votre processus métier, on n'est pas encore complètement en train de parler purement de l'application, mais est-ce qu'il y a des parties de votre processus métier où vous avez déjà des capacités d'accommodation, de règles d'accommodation, et est-ce qu'on pourrait aussi imaginer de nouvelles règles? Donc là, on est vraiment carrément pas encore en train de leur demander de spécifier comment va se comporter l'application, mais bien ton processus, comment vraiment on peut travailler avec, parce que les capacités technologiques qu'on a à l'heure actuelle te permettent peut-être de repenser ton processus différemment, et donc réellement d'apporter de la valeur. On ne cherche pas à gérer une liste de clients. Enfin, un commercial ne va pas chercher à gérer une liste de clients. Ce qui l'intéresse, le commercial, c'est je veux faire plus d'argent, je veux plus de clients, je veux plus de etc. Donc on est sur des termes, je cherche à apporter plus de valeur ou je cherche à réduire des coûts. On est sur des éléments d'apport de valeur ou de diminution de coûts. Donc là, en fait, un des premiers éléments qu'on a fait, c'est de travailler aussi sur la simplification des processus. Donc là, on est allé chercher côté lean manufacturing, donc sur le value stream mapping, sur des analyses de processus, travailler avec sur les processus, regarder où sont les goulots d'étranglement, pardon, les gaspillages, l'élimination des gaspillages, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est excessivement important, c'est aussi d'aller challenger un petit peu vos utilisateurs, d'aller challenger vos demandeurs, pour pas juste informatiser ce qu'ils vous demandent. Il n'y a rien de plus idiot que d'automatiser un processus qui l'est, sinon ça le rend forcément automatiquement idiot aussi. Ça ne fera rien de plus. Il y a des gens qui utilisent toujours Lotus Notes ici par exemple. C'est un bon exemple de choses. Si, c'est pour ça que j'ai une bonne expérience aussi sur l'utilisation de cet outil. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers éléments donc dans les 4 étapes sur le value driven, le pilotage par la valeur. C'est de voir le tout, de redéfinir l'objectif, d'avoir une vision de l'ensemble. Pablo Perno parlait tout à l'heure de vision systémique et de vision d'ensemble, donc c'est le CISO, c'est exactement ça. Donc redéfinir des objectifs, les travailler avec le métier. Il y a 2 patterns ont émergé en fait de nos expériences chez Michelin, donc travailler sur l'impact et puis essayer de simplifier les processus clients. Donc ensuite, le SI ne peut pas livrer rapidement. On ne peut pas livrer rapidement, on doit être à 30% je crois sur les 2500 personnes enfin, de taux d'agilisation. Donc il y a des équipes qui fonctionnent vachement bien, il y en a d'autres un peu plus difficiles pour tout un tas de raisons. Ils font des sprints, on est entre des sprints de 2 à 3 semaines, potentially shippable product à la fin de chaque sprint. Donc on arrive à produire effectivement des éléments
L'application, toutes les 3 semaines, elle est prête, elle est sur étagère, on peut la livrer, etc. Donc c'est pas le SI en fait qui n'arrive pas à livrer son application, c'est que quand on est arrivé avec les pratiques agiles en leur disant on va livrer trop tôt et continuellement à vos utilisateurs, en fait c'est les utilisateurs qui n'ont pas forcément envie d'avoir des changements au quotidien ou trop de changements, parce que aussi au travers du déploiement de l'application, il y a le déploiement des processus. Et ça, c'est coûteux. Et ça, on ne l'avait pas forcément vu au départ. Quand on déploie une application sur 70 usines, il y a 70 fois une centaine de personnes à former aux nouvelles applications, aux nouveaux processus, à leur nouvelle façon de faire du métier. Et c'est très, très compliqué. Donc il y a des gestions de changements qui sont complexes, formation, accompagnement. C'est pas juste savoir utiliser l'application, mais il y a tout ce qui va autour. Et puis l'impact donc sur le processus complet. Encore une fois, on est dans un système d'information. Quand on fait une application, elle est reliée à je ne sais pas combien d'autres applications, avec la vision de tous les métiers. Donc ça, c'est vraiment pas facile. Donc ce qu'on a cherché à faire, on ne pouvait pas donc livrer toutes les 3 semaines, mais comment on va faire pour livrer quand même petit à petit des bouts de processus, des bouts d'application, des quelques fonctionnalités qui vont commencer à apporter petit à petit de la valeur. Donc en gros, on a le produit qui apporte une valeur globale, de quelle manière on va le découper pour apporter de la valeur petit à petit. On ne peut plus être sur des cycles d'un an, 2 ans, etc. On est obligé d'être sur des cycles beaucoup plus courts. Et donc il a fallu qu'on trouve un outil pour ça. On est allé encore regarder sur le marché, on a trouvé le story mapping donc de Jeff Patton. Alors c'est pas un livre, il y a un livre mais il est épuisé, mais il y a par contre des références sur internet, des PDF. Donc le story mapping, c'est on décrit donc la journée standard d'un utilisateur, on prend une des personnes qu'on avait définies dans l'impact mapping précédemment, et puis on déroule sa journée, voilà, il arrive le matin, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les différentes activités, c'est une forme de représentation du processus métier. Et ensuite, pour chaque étape de ce processus, alors attends, parce que j'ai le temps restant, mais j'ai pas le nombre de slides restants. Merci. Pour chaque étape du processus, on va commencer donc à identifier effectivement les user stories ou les descriptions des fonctionnalités attendues. Et puis avec un niveau de priorité, celle-là est plus importante que l'autre, on va mettre ça de manière verticale. Il y en a d'entre vous qui utilisent le story mapping ? Faudrait que je détaille un petit peu plus. Vous arrivez à voir, en fait c'est assez simple, on a un processus donc, qui est en bleu en haut, avec une liste d'activités qui se déroulent dans le temps. Et ensuite on va représenter en fait les user stories qu'on aurait dans un backlog standard, on les représente en dessous de chaque activité. Donc la description du besoin. Donc là on arrive en fait à construire un backlog à partir du story mapping. Et puis le souci c'est que voilà, donc maintenant on a le backlog, on sait le rattacher un petit peu à la valeur, on avait l'impact mapping précédemment, maintenant on a besoin de le découper. Comment on va découper ce backlog? Ce que je vous disais, comment on va regarder qu'il apporte de la valeur. Donc là, on a besoin d'avoir des options. Sur les options, on a besoin donc d'innover, on a besoin de chercher des idées radicalement différentes. On est allé regarder côté IDEO, alors je ne sais pas si vous connaissez IDEO, IDEO c'est... Vous le connaissez indirectement, c'est eux qui ont designé l'iPod, l'iPhone, l'iPad, le machin, le truc et le bidule. C'est une société américaine qui sont dans l'innovation à fond. Donc voilà, donc il faut encourager les idées folles pour booster, pour trouver aussi des options d'automatisation du processus et d'arriver à trouver des fonctionnalités. Il y a un petit jeu d'ailleurs sur l'innovation qui est assez sympa qui s'appelle le Hot Tub. Vous mettez des fonctionnalités d'un côté, vous mettez des besoins de l'autre sur des cartes, puis après vous mélangez, vous essayez d'assembler cette fonctionnalité par rapport à tel besoin, est-ce que ça peut matcher. Dans la Catopsis, la start-up où travaillait Nicolas, ce qu'ils ont regardé, ben voilà, ils font un système d'immersion en 3D. Et en fonctionnalité, sur le marché, il y a le plug and play. Ils ont essayé de savoir qu'est-ce que le plug and play comme fonctionnalité pouvait apporter à un système d'immersion en 3D. Bah, ils se sont dit, c'est simplement qu'il faut peut-être qu'on ait quelque chose qui soit packageable, on met ça dans une valise, on peut l'arriver, on le dépose au milieu de la salle, ça projette en 3D partout, et voilà. Donc c'est les idées, ils sont allés
avec ce mécanisme d'innovation, aller chercher ce type d'idées et de solutions. Quand on cherche des options, quand on cherche à traiter certains éléments, ce qu'on regarde, donc on a beaucoup mis des moyens mnémotechniques en place. Donc il y en a un qui s'appelle West, qui permet donc pour chaque option, qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce qu'on cherche à vérifier comme hypothèse, à lever une hypothèse ou à trouver à définir la fonctionnalité. Est-ce qu'on a des exemples de ce type de fonctionnalité qui peuvent se trouver ailleurs? Nous on fait de l'informatique pour Michelin et on est allé voir aussi donc, sur de l'informatique plutôt côté retail, côté commerce, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser. Essayer de garder quand même des contraintes toujours de suffisamment haut niveau pour pouvoir s'ouvrir les champs du possible. Si on a des contraintes techniques, bah, on n'a plus de solution. Si vraiment on essaye d'avoir des contraintes qui sont très high level, on a beaucoup plus de capacités, de possibilités. Et puis comment tester qu'effectivement cette possibilité, cette option serait possible et utilisable et faisable. Et une fois qu'on a donc notre backlog, notre liste de fonctionnalités avec différentes options, après c'est de quelle manière on va les découper. On est allé toujours pareil, côté d'une startup, ils utilisent le Minimum Viable Product. Alors il y a quelques années on appelait les MMF, Minimum Marketable Feature. Là, on est sur du Minimum Viable Product. On passe d'une approche séquentielle à une approche MVP. Approche séquentielle, voilà, vous fabriquez un gâteau, bah, vous avez la base de la tarte, un peu après vous rajoutez le décor par-dessus, vous mettez le sucre glacé, etc. La première partie du gâteau, je pense que voilà, ça, vous ne pouvez pas le vendre. Vous êtes sur une approche purement séquentielle de construction. Sur une approche MVP, on va faire quelque chose d'abord qui est simple, peu coûteux, facile à mettre en œuvre, rapidement livrable, et puis on va le faire évoluer en fonction des feedbacks, en fonction des retours des clients. Donc le premier cupcake qu'on a fait, là, les clients ont vachement adoré, on a fait un deuxième gâteau, puis à la fin on a fini par fabriquer un gâteau de mariage. Je ne sais pas si c'est l'aboutissement de quoi que ce soit le mariage, mais c'est autre chose. Donc on est sur une approche purement MVP. Donc ensuite, maintenant qu'on a un peu la liste de nos ingrédients, qui sont en face d'un processus, on a capacité de pouvoir tirer un trait. Donc là c'est un exemple sur, c'était enfin le truc qui n'est pas détaillé, c'est juste les drapeaux qui me font ça, c'est qu'on avait un premier processus qu'on voulait vérifier, on voulait vérifier s'il marche, plutôt avant de le déployer partout dans le monde. On l'a d'abord déployé avec la Suède, le drapeau. Pour voir comment il fonctionnait. Ensuite, on l'a déployé sur l'Europe avec un minimum de fonctionnalités. On l'a déployé rapidement. On l'a déployé au bout de 3 mois. 4 mois, pardon. On a mis 4 mois pour le déployer. On s'est rendu compte qu'en plus, malheureusement, bah, ça ne marchait pas. C'était pas ça qu'il fallait faire. Et donc, on a arrêté le projet. On a retravaillé sur autre chose. Et aussi, la capacité de s'arrêter sur un projet, c'est hyper important. On s'est parti sur un cycle classique. En fait, même, ça faisait déjà 4 ans qu'ils y réfléchissaient au truc. Pendant 4 ans, ils y ont réfléchi, on leur a dit, attendez, on va construire quelque chose de petit, on va voir ce que ça donne, et puis on va vérifier. Donc on a cette capacité de... En 4 mois, on a réussi à livrer quelque chose, ça fait 4 ans qu'ils y réfléchissaient, on a livré quelque chose de très petit. On n'était pas sur on fait tout bon du premier coup, on était vraiment sur le just right, le juste utile. On l'a livré, ce coup-ci, on a vérifié que ça ne marchait pas. Bon, j'ai d'autres exemples où on a vérifié que ça marchait, on a continué. Je montrerai tout à l'heure. Donc voilà, donc là sur la problématique de livraison itérative et en continu, on est sur en fait de la recherche de compromis, encourager les options, minimum viable product, sortir du côté toutes les fins de sprint, on est capable de livrer quelque chose avec quand est-ce que les utilisateurs ont besoin qu'on leur apporte de la valeur et comment construire cet apport de valeur de manière itérative. Et voilà. Je ne vais pas le dire parce qu'il y en a eu déjà pas mal ce matin de Pablo, de gros mots, mais moi je vous voyez bien ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'était notre réaction. On est allé chercher les choses sur le marché, on a vu impact mapping, story mapping, encourager les options, le West, etc., etc.
Là, on s'est dit, mais il y a quelque chose derrière, en fait. Il y a quelque chose d'excessivement intéressant. C'est qu'en fait, on se retrouve avec une traçabilité de la valeur. On n'a pas une traçabilité peut-être très très carrée au sens qualité du terme, avec tel SRS qui relie avec tel FD, qui relie avec tel bout de code, avec tel bout de test, avec je sais pas quoi d'autre. On l'a un peu aussi, mais il y a encore du boulot là-dessus. Mais là, on a par contre une traçabilité de la valeur. On sait exactement la user story, à quelle valeur elle se rapporte et est-ce qu'elle est utile ou pas utile, au sens pécunier du terme, au sens monétaire du terme, quand les valeurs sont exprimées en euros. Dans l'impact mapping, on a donc le but du but, les objectifs, avec des objectifs intermédiaires. Tout à l'heure, je vous parlais donc du commercial qui cherche à augmenter son taux de client, ok, mais il veut l'augmenter de combien? Donc on peut mesurer aussi ces éléments-là. Pour l'augmenter de combien, ce commercial, au travers de tel processus, donc de telle activité, il va pouvoir le faire. Et comme on lui apporte un outil informatique qui devrait l'aider à augmenter de temps son nombre de clients, en fait, jusqu'à la fonctionnalité, jusqu'à la user story, on sait à quelle valeur elle se rapporte. Et là, on commence à avoir une capacité de priorisation. En tout cas, les gens du métier, c'est plus facile pour eux d'arriver à prioriser leurs besoins, à le découper. Ça, c'est bon, je le veux bien dans le premier MVP. Dans le deuxième MVP, il faut que j'accélère. Je vous ai pas perdu là pour l'instant, ça va? Ok, et donc il reste un point, c'est sur l'incertitude. Donc l'incertitude, on est dans un monde, Pablo en a parlé ce matin sur la complexité, tout à l'heure Michel en a parlé aussi sur la partie contractualisation. Prédictibilité, complexité d'environnement, on est dans un monde qui bouge sans arrêt, sans arrêt. Comment être sûr que tout ça, ça fonctionne bien, et même au sein des entreprises, ça bouge énormément. Donc comment être sûr que le MVP, c'est le bon? En fait, ce qu'il faut faire, c'est, on a deux solutions, c'est soit on produit le truc, et on le met en place et on regarde ce qui se passe, soit on peut aussi remonter un petit peu en amont. Donc comment faire pour crash tester vos idées, pour vérifier ne serait-ce que l'idée, est-ce qu'elle est bonne l'idée. Donc là on est aussi allé chercher un petit peu côté Lean Startup. Il y a plusieurs exemples. Le plus connu c'est celui, alors pas du Smart, pas de Nokia, j'ai oublié comment ça s'appelait avant les iPhones. Merci. Palm Pilot, vous savez comment il l'a testé? En fait, le monteur du Palm Pilot, il s'est baladé avec une maquette papier du Palm Pilot collée sur une petite planchette de bois. Et pendant les confs, il se baladait. Et puis il disait, ah tiens, alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Attends, je note quelque chose. Et les gens, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, écrire sur ton bout de papier? Je teste mon concept, là, je regarde si ça marche, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, donc il a testé, il a adapté, etc. Après, il a fabriqué le Palm Pilot. Il y a aussi... c'était IBM qui avait fait ça, où à une époque ils avaient voulu tester un mécanisme, ça devait être fin des années 90, tester un mécanisme de secrétaire virtuel, où en fait on dictait à un ordinateur qui lui retranscrivait informatiquement ce qu'on avait dicté. Et ils n'ont pas codé une ligne de code, en fait c'était un faux ordinateur, c'était une vraie personne derrière. Et ils ont vérifié que les gens, en fait, ils sont amusés au début, les gens ont téléphoné, tiens, je vais te dicter ça. Et puis les gens ont rapidement lâché le truc, leur ressenti n'était pas bon autour de ce système. Donc ça leur a coûté rien du tout de tester que l'idée, en fait, voilà. Donc c'était pas la bonne idée. Donc comment vous pouvez faire ça, vous, dans votre environnement? Forcément, on ne peut pas tester des idées n'importe comment. Donc là... ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'est-ce que vous cherchez à tester, quelles sont les hypothèses que vous cherchez à lever, de le faire dans un environnement safe, où vous pouvez survivre. Si vous voulez tester un élastique, vous ne le faites pas en sautant du pont, faites-le à l'horizontale d'abord. Donc côté informatique, c'est pareil, comment tester une application informatique dans un environnement où ça risque rien, ça ne met pas en péril la production de l'usine, ça ne met pas en péril le retour économique, etc. Vous faites tester par des vrais utilisateurs, donc des dummies, par contre, vous leur donnez aucune formation à l'outil, vous les faites utiliser l'outil et vous allez voir, vous allez avoir leur feedback et leur retour, c'est excessivement important. Ça participe en plus à la conduite de changement. Et puis vous mesurez. Pourquoi Google, Facebook et tous ces grands noms de l'Internet fonctionnent, c'est parce qu'ils ont des mesures derrière, ils savent exactement l'utilisation, le taux d'usage de leur... une minute.
Bon, donc voilà. Après c'est la pause, ouais, mais bon. Bon, donc cet exemple-là, très rapidement, c'est un exemple, je vous parlais d'un exemple qui n'a pas marché tout à l'heure chez Michelin, ça c'est enfin qui n'a pas marché, on a prouvé que l'application n'était pas utile, là on a prouvé que l'application était utile. Très rapidement, une application, on l'avait, elle était sur étagère dans une autre usine, on l'a pas mise en prod, parce que c'est un petit peu long, on l'a mis sur un PC de dev et on l'a mis en utilisation dans une des zones de l'usine. Et c'était, fallait flasher des codes barres en entrée et en sortie de machine. Et on avait un petit peu peur, parce qu'ils devaient déjà le faire pour une autre application, on avait un petit peu peur que ça les gêne de le faire 2 fois. Et en fait, donc très rapidement, l'application PC de dev, hein, donc en 2 jours, c'était installé, ils l'ont testé dans l'usine. Et en fait, ils étaient super contents, parce que avant, de toute façon, ils le faisaient 2 fois, mais à la main. Et donc ça a permis de savoir qu'ils n'avaient pas de rejet de l'application, ils en étaient même contents. Et puis c'est surtout la fonctionnalité majeure qu'ils attendaient maintenant, c'était si on pouvait flasher qu'une seule fois le même code, ça serait bien. Donc c'était utile. Et ça nous a coûté 2 jours. Donc voilà, donc ça c'est un des moyens aussi de tester, de valider de l'incertitude. Le Value Driven Development, donc là derrière, en fait on a packagé ça parce qu'on avait besoin agile, ça marchait plus, on parlait d'agilité à nos business, l'agilité c'est bien, faites des sprints les gars de l'IT, débrouillez-vous, on avait besoin d'autre chose, donc on l'a packagé autour d'une mécanique qui s'appelle donc Value Driven Development. Ça c'est en interne pour rester propre chez Michelin. Maintenant vous le verrez en externe sur internet, c'est Agile with Gut, donc c'est les tripes. Je traduis autrement, c'est comment faire de l'agilité avec vos tripes. Vous voyez de quoi je parle. Remettre de l'ingéniosité, remettre que les équipes de développement, vous êtes des ingénieurs, vous n'êtes pas juste là pour automatiser des process idiots, challenger votre business, vérifier que c'est faisable, essayer de le refaire travailler le business sur réellement les objectifs qu'ils cherchent à atteindre, proposer-leur des options. Alors il y a une autre étape dont je n'ai pas présenté là, mais c'est Speed. Speed, ça c'est toute la partie en fait construction. Donc là, mettez du Scrum, de l'Agile, de l'extreme programming, etc. Pourquoi pas du cycle en V, mais sur 2 semaines. De faire ça, voilà, ça c'est la partie livraison. Et puis donc sur le côté learn, apprendre, gagner. Donc en fait, ce processus en 4 étapes. On l'a packagé, donc 4 étapes, une pierre angulaire qui est le milieu, donc qui est vraiment basée sur les personnes, sur l'individu, sur le travail collaboratif, et puis avec une vingtaine de patterns. Donc dans chaque étape, vous avez un certain nombre de patterns. Je vous en ai présenté 5 aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Donc si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, il y a notre collègue donc Nicolas Gouy qui est en train d'écrire un livre à ce sujet-là. Il est déjà disponible en PDF, il y a une version qui est disponible en PDF pour aller voir un peu plus en détail ce qu'on a extrapolé de notre expérience chez Michelin, donc de ces 4 étapes et de ces 20 patterns. Voilà. Donc ça c'est la photo de l'équipe avec le pneu. N'oubliez pas que vous êtes venu ici pour découvrir, apprendre des choses, trouver des solutions, etc. etc. Donc j'ai plus le temps de vous faire réfléchir à ça, mais voilà. Donc si vous avez des questions, je suis ouvert. Vous avez tout ça? Vous pouvez même pas me poser la question à la cantine, je sais pas. Bonjour, oui, juste une question. Tout à l'heure, vous avez monté un graphe avec 8 heures du matin, etc. sur la journée. Ça se décline en semaines, en mois Oui, sur le story mapping, oui, il y a plusieurs manières de le faire, de manière très très simple. Vous pouvez faire en fait juste une description du processus type state flow. Ou sinon vraiment vous mettre dans la position d'un personnage qui qu'est-ce que je fais tel jour à tel jour, et quand le processus il se déroule sur des phases de temps plus longues qu'une journée, ben, effectivement sur une semaine, un mois ou sur une année.
puis même d'une personne à une autre. Si dans un processus, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont intervenir. C'est un outil assez puissant, le story mapping. Un peu plus difficile dans de l'informatique technique pure. J'avais bossé chez Alcatel-Lucent avant, donc effectivement faire du story mapping sur un mécanisme de processus de connexion des GSM au modem, un peu plus embêté. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé en fait sur le projet, vous aviez arrêté au bout de 4 mois. Ça vous permettait justement de vous arrêter en cours de projet, de l'avoir développé rapidement et de permettre donc de s'arrêter en cours. Est-ce que le fait de justement l'avoir développé rapidement ne serait pas pu jouer sur le fait qu'il n'ait pas marché, qu'il ne soit pas complet, voilà, que c'est pas... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, je pense pas. Non, c'est un cas particulier, puis c'est pas forcément un bon exemple pour Michelin que je respecte beaucoup. Donc non, sincèrement. Non, c'était vraiment un projet où le business avait du mal à se positionner dessus. Il a été correctement implémenté. Je pense pas que ce soit le fait d'avoir livré quelque chose de pas bien. C'est vraiment c'était un mécanisme, une application qui servait à faire de la vente des pneus au travers de leurs revendeurs. Ils ont vendu 150 pneus en 2 mois. Donc c'était juste le processus qui ne marchait pas. Donc effectivement, on avait informatisé un processus qui ne marchait pas. Donc voilà. Après, ils sont revenus dessus, ils continuent, hein, le produit continue, cette application a été annulée. Bien, bon appétit. Et merci, bon après-midi.